Bonsoir, je m'appelle Guillaume Pitron et en fait la couleur a été annoncée et c'est pas une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Je suis journaliste. C'est peut-être même la plus mauvaise nouvelle de l'après-midi parce que des gens comme moi vous ont bassiné la tête toute la journée, peut-être même toute la semaine, avec des informations dont vous vous foutez royalement. Vous avez appris que Neymar avait une blessure à la cheville, on vous a dit qu'un rocker avait un problème d'héritage, qu'il y a des départements en vigilance orange, neige et verglas. Vous êtes arrivé ici avec la tête comme une citrouille, en vous disant au moins la tête c'est cool, parce que comme ça je vais pouvoir me nourrir, apprendre, célébrer l'imagination, pouvoir. Et la patatras, il y a encore un journaliste. Et en même temps, je ne peux pas vous en vouloir parce que je mérite cette réputation. Et nous méritons, nous journalistes, cette réputation. Je ne suis pas beaucoup poussé dans ma vie quotidienne, dans mon métier, à creuser les sujets de fond, à proposer les sujets de fond, à parler des sujets de fond. Au jour le jour, je vais par exemple voir une chaîne et je leur dis « Mais vous savez, il faudrait qu'on fasse un sujet sur l'Afrique pour expliquer comment l'innovation en Afrique peut être une source d'inspiration pour nous. » On me dit « Non mais Guillaume, l'Afrique c'est trop loin. » Alors je dis, mais l'Asie, c'est passionnant, c'est le monde qui vient, l'Asie. Non mais Guillaume, l'Asie, c'est pas assez ménagère. Je dis, mais l'Amérique latine, c'est un laboratoire du monde, l'Amérique latine. Non mais Guillaume, l'Amérique latine, c'est pas assez concret, c'est pas concernant. C'est des mots qu'on emploie tous les jours dans les salles de rédaction et dans les chaînes. Mais en revanche, les départements en vigilance orange, ça... Alors, j'ai l'impression, je suis un peu gêné à vous dire ça, parce que d'un côté, en fait, je manque de la prise de recul moi-même, et comment peut-on, pouvons-nous avoir une prise de recul si moi-même, en tant que journaliste, qui suis censé faire passer cette information, je n'ai pas ce recul-là. Comment est-ce que je peux aider à comprendre le monde en tant que journaliste si, en même temps, je ne comprends pas ce monde moi-même, mais si finalement je m'en tiens à l'écume des événements sans en comprendre le sens profond. Je voudrais citer un exemple pour illustrer cela. Un chiffre, en fait. 8 millions. Nous sommes, durant les printemps arabes, vous savez, nous sommes plein dedans, mais il y a quelques années, c'était encore plus l'actualité. Des tas de gens quittaient la dictature et les guerres pour se réfugier ailleurs que dans ces pays touchés par ces printemps arabes. Et à ce moment-là, dans la presse, circule un chiffre, dans la presse européenne, il y aurait en Europe 8 millions d'immigrants clandestins qui se trouveraient donc sur le sol européen. Et à ce moment-là, moi, je réalise un documentaire pour une chaîne, Canal+, sur un sujet qui est proche des questions migratoires, et je me dis, mais d'où vient ce chiffre de 8 millions ? Alors je commence à enquêter, et puis je découvre qu'en fait, il y a une agence européenne qui s'appelle Frontex. Et c'est l'agence de protection des frontières qui a exprimé ce chiffre, l'a publié dans un rapport de 2014. J'appelle Frontex, je dis d'où vient ce chiffre de 8 millions ? Et Frontex me dit, je ne sais pas, je pense que c'est la Commission européenne qui a cité ce chiffre. Alors j'appelle la Commission européenne, qui s'avère effectivement avoir cité ce chiffre un peu plus tôt, et je dis, d'où vient ce chiffre ? Réponse, aucune idée. La police peut-être ? Alors je creuse encore un peu, puis en fait je découvre que ce chiffre a été publié pour la première fois dans un rapport édité par un sombre organisme de recherche qui se trouve à Dublin, en Irlande. Je contacte son auteur, je lui dis mais d'où vient ce chiffre des 8 millions ? Et il me dit Le Figaro ? Article du Figaro que je ne retrouve pas, qui aurait cité 4 millions d'immigrants clandestins dans l'Europe des 9, donc les pays de l'Europe de l'Ouest, et son auteur a extrapolé à 8 millions pour l'Europe des 25. Et je lui dis, en fait, un peu de mouillé, vous avez finalement exprimé un chiffre un peu au pif. Et il dit, oui, je suis vraiment désolé, ce n'était pas du bon travail de ma part, je m'en excuse. Et je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en Europe, il y a 500 000 personnes qui sont terrorisées par ce chiffre-là, qui traînent dans les médias, que tous les médias recitent entre eux, de 8 millions d'immigrants clandestins. Et il me disait, non, je ne savais pas. Voilà typiquement l'exemple d'une information circulaire, qui circule de façon circulaire, qui finit par être vraie à force d'avoir été recitée par tous, mais qui en réalité ne correspond en rien à la réalité, et qui même, nous distance de la réalité. Je vous parle d'un autre chiffre. 200 000. Très intéressant. Chaque année en France, ce sont 200 000 immigrants qui viennent s'installer en France. Et ça, c'est un chiffre qu'on prend beaucoup dans ma profession. 200 000. 200 000, et puis les populistes les prennent pas mal. Parce que 200 000, en fait, on se représente 200 000, de France, c'est l'équivalent de l'île de Rennes. Imaginez-vous Rennes qui arrive tous les ans en France. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Rennes, mais je ne connais pas Rennes. Beaucoup de monde n'iront jamais à Rennes, mais on voit pas à quoi ça ressemble. Il y a une église.
Il y a ensuite une vieille ville, hein, et puis autour, il y a des faubourgs, et puis après, vous savez, il y a des banlieues qui s'étendent comme ça, qui étendent leurs tentacules. Là. Et on se dit, mais Rennes qui arrive tous les ans en France, mais c'est un truc affolant, en fait. Et là, je m'intéresse à nouveau à ce chiffre, et je comprends en fait que sur les 200 000 migrants, enfin migrants qui viennent s'installer en France tous les ans, d'abord, il y a 60 000 étudiants. Et les étudiants, ils font quoi à la fin de l'année scolaire? Ils repartent. Et puis parmi les 200 000, il y a aussi les morts naturelles. Les personnes qui ne sont pas forcément françaises, qui vivent en France depuis des années, qui ont un visa de travail régulier, mais qui après qui peuvent décéder en France. Et à l'arrivée, ce qu'il faut regarder, c'est pas tant les 200 000, mais le solde. C'est la différence entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Et le solde, c'est 90 000. 90 000, dont une grande majorité, qui en fait immigrent depuis l'Europe des 28. Donc en fait, 90 000, c'est 0,138% de la population française par an. 0,138%. Ce qui fait que la France est aujourd'hui classée au 16e rang sur 28 en ratio entre population immigrante et population d'ensemble. Donc quand on regarde tout d'un coup les chiffres comme ça, on trouve ça beaucoup moins inquiétant. J'en fais état dans mon documentaire, et mon documentaire est diffusé un lundi soir, encrypté, à 23h. Ce que je tire comme enseignement de ces deux chiffres, c'est que je suis, moi, en tant que consommateur d'information, complètement surinformé et sous-informé à la fois. Je suis surinformé d'informations parfaitement inutiles, ou alors qui sont fausses, ou alors qui sont mal analysées. Et je suis sous-informé de l'essentiel, d'informations qui me paraissent essentielles. Et qu'est-ce qui, à moi, me paraît essentiel comme information? Ce qui me paraît essentiel, et après quelques années sur le terrain, à constater des choses, à regarder, à écrire, à filmer sur des phénomènes divers, c'est que le monde va dans une direction qui est radicalement opposée à ce que je pouvais pressentir, moi, lorsque je lisais l'information. Il y a quelques années, je me trouve en Afrique. Et je me trouve en Afrique, et plus précisément à Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. Et puisque je vous parle d'immigration, on va rester sur ce terrain-là. Je fais un reportage avec les immigrants, ceux qui rêvent d'un meilleur ailleurs, qui voudraient partir de Côte d'Ivoire pour aller voir d'autres pays, s'installer dans d'autres pays. Et déjà, j'ai un premier étonnement, un rapport d'étonnement fort, qui est que quand je rencontre ces hommes, surtout des hommes, peu de femmes, des hommes, d'abord, on en parle comme des aventuriers. C'est cool, aventurier. On vient d'en avoir un, là, moi, ça m'a fait rêver. Et en fait, il s'appelle aventurier. Donc nous, on les considère un peu les migrants africains, objectivement, en Europe. Enfin, je veux dire, c'est en France, je le constate. Mais en revanche, là-bas, ils se présentent comme étant des aventuriers. Et être un aventurier, en fait, c'est un honneur en Afrique. L'aventurier dans la famille, c'est le meilleur qui a été choisi pour partir, réussir dans le pays où il va aller, gagner de l'argent là-bas, et ensuite renvoyer l'argent par Western Union, par exemple, au pays. Et donc déjà, il y a une notion de fierté qui se pose là, dans les termes qui sont employés par ces gens-là, pour se qualifier eux-mêmes. Après avoir parlé avec eux, avoir compris ce qu'ils faisaient, l'aventurier qui a traversé le Sahel en bus, la Méditerranée en avion, et peut-être traverser la France à pied, cet aventurier qui peut-être d'ailleurs me tend la main à la sortie d'une bouche de métro, après ce qu'il a fait, moi, je suis obligé de le considérer comme un dieu. Il se trouve que cet aventurier-là, je suis toujours donc attablé à mon maquis. Un maquis, c'est un restaurant à Abidjan, c'est le nom des restaurants à Abidjan, Côte d'Ivoire, sur mon tabouret, à boire une limonade. Et bien en fait, je découvre qu'ils ne vont pas vers la France. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de descendre vers le sud. Et en fait, leur meilleur ailleurs à eux, c'est pas la France, l'Espagne, la Suède ou l'Allemagne. Non, c'est la Guinée équatoriale, le Gabon, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Et à cette occasion, je découvre un chiffre qui ne laisse pas, continue de me stupéfier. C'est qu'en fait, sur 100 migrants africains qui immigrent en dehors de leur pays, il y en a 95 qui restent en Afrique. 95% des migrants africains partent dans un autre pays africain. 2% vont en Europe et 3% vont dans le reste du monde. Donc moi, qui avec ma conception européano-centrée des choses, pensais que j'étais envahi dehors, entre guillemets, bien évidemment. Enfin, c'est pas ma perception, mais vous comprenez qu'on parle d'une perception générale, de migrants qui viendraient me piquer mes emplois. En réalité, je constate qu'il y en a 95% qui n'ont rien à carrer mon pays. Et peut-être même pas 2%, puisque 2% on parle de migrants en général. Autre exemple, très intéressant, que je constate sur un autre sujet, toujours en lien avec l'immigration dans un autre pays, et je me trouve à ce moment-là au Mexique.
et plus précisément dans une ville qui s'appelle Nogales, et cette ville se trouve en fait, Nogales, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est une ville d'Arizona, une ville frontière où se trouve le mur. Ce mur que le président américain actuellement voudrait renforcer. Et à l'occasion de ce reportage, je mets la main sur un chiffre encore plus stupéfiant. En réalité, le solde migratoire entre le Mexique et les États-Unis est favorable au Mexique et défavorable aux États-Unis. Je vous le redis autrement, il y a plus d'Américains qui vont vivre chaque année au Mexique que de Mexicains qui vont vivre chaque année aux États-Unis. De qui le mur protège, comment le mur protège-t-il qui de qui finalement. Donc ça m'oblige en fait à complètement revoir mes perceptions. Je me rends compte que ce que je pensais sur un certain nombre d'aspects notamment migratoires n'est pas du tout vrai, que tout ça, un grand nombre de mouvements de migration qui en réalité correspondaient à un certain nombre de logiques préétablies qui m'étaient faites dans ma tête en tant que consommateur de médias également, et bien en fait sont complètement, sur le terrain, s'avèrent être complètement inversés. Je vous dis ça parce que, en réalité, si j'en viens à constater ça, c'est parce qu'il y a un phénomène qui est beaucoup plus profond à celui-ci. C'est qu'en fait, si on va vers le Mexique plutôt que vers les États-Unis, si des migrants prennent le chemin à rebours pour aller plutôt vers l'Afrique du Sud que la France, c'est parce que le dynamisme économique de ces pays-là est bien plus fort que le nôtre. C'est parce que, en réalité, il y a un meilleur intérêt économique à aller dans des pays du Sud pour ces gens-là que dans des pays du Nord. Récemment, un rédacteur en chef me dit « Guillaume, il faut que tu ailles dans un pays. Ce pays, en 2017, c'est la première croissance mondiale. C'est la meilleure performance en termes de croissance mondiale. C'est d'ailleurs la meilleure performance en termes de croissance mondiale des 3 dernières années. Sur les 27 dernières années, ce pays, c'est la 4e des meilleures performances mondiales. C'est un pays qui a connu une progression de son PIB de 764% en 4 ans. Je pensais le trouver partout sur Terre, partout sauf dans un seul pays. J'atterris à Addis Abeba, en Éthiopie. Et je me prends une claque. Je me prends une claque parce que je n'avais pas perçu ce pays de cette manière-là. Pour moi, l'Éthiopie, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je suis des années 80, vous êtes un peu plus jeune, mais l'Éthiopie dans les années 80, c'était l'enfer sur Terre. C'était le 2e pays le plus pauvre de la planète. Tout y était, les guerres, la famine, et dans mon école, on faisait des collectes de riz pour les envoyer dans des camions qui, on espérait, braveraient les coupeurs de route pour arriver jusqu'aux petits-enfants avec le ventre allumé. En réalité, à ce rythme-là, l'Éthiopie, c'est un pays qui va être dans les pays à revenus intermédiaires d'ici 2025. Et l'Éthiopie participe de ce phénomène plus large, de cette ribambelle de pays du Sud, d'États qu'on appelle du Sud, qui en réalité sont en train de rattraper le retard économique par rapport aux pays du Nord. Et donc finalement, avec ma façon de penser, mais aussi mon éducation européano-centrée, je suis habitué à ces schémas finalement assez binaires pour me représenter le monde, et quelquefois d'ailleurs qui représentent des rapports de domination. Le Nord contre le Sud, les pays riches contre les pays pauvres, les pays développés contre les pays en développement. Et en réalité, je ne peux qu'en constater que les phénomènes sont infiniment plus complexes que ça, et que quelquefois même, il n'y a plus de Nord ni de Sud. J'en viens à faire pour moi-même à poser pour moi-même une sorte de réflexion, mais qui est aussi en fait une petite méthodologie que je m'applique pour essayer de penser ce monde tel que je l'ai vu, non pas tel que je l'avais pressenti en amont, pour essayer de me rapprocher de cette réalité qui n'est pas forcément facilement palpable. Si je peux vous donner quelque chose de moi, ça pourrait être ces quelques directions que je vous donne. D'abord, lorsque je regarde, lorsque un consensus se cristallise, et notamment dans ma profession, déjà, je n'achète pas ce consensus de prime abord. Je m'en méfie. Un consensus est une posture confortable pour masquer des phénomènes beaucoup plus singuliers. Ensuite, tout phénomène ne veut plus être analysé aujourd'hui de façon purement locale. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible aujourd'hui, de mondialiser, de penser de façon purement locale. Et puis troisièmement, et ça j'en suis absolument convaincu, c'est que le terrain ne ment pas. Combien de fois est-ce que je suis revenu du terrain avec une nouvelle conception des choses radicalement différentes de ce que j'avais pu penser avant même de partir. Et en fait, on revient toujours d'un voyage, on revient toujours du terrain avec des idées neuves, des idées fraîches, des idées qu'il vaut la peine de partager. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
une fois que je me suis mis ça dans la tête, en fait, toute ma conception du Nord et du Sud a complètement basculé dans ma tête. Il n'y a plus de Nord, il n'y a plus de Sud. Et s'il existe ce Nord et ce Sud, et ben en fait, peut-être qu'en fait, ces pays du Nord et du Sud agissent à fond renversé. Puisqu'au-delà des migrations, au-delà de l'économie, en fait, c'est le monde entier qui bascule. C'est aussi des questions, c'est sur le plan de l'innovation que ça bascule. C'est sur le plan des religions, c'est sur le plan des idées. Le monde entier s'est déplacé, bascule, par exemple, le centre du monde bascule vers le Pacifique. En 2010, la part des pays occidentaux du Japon dans le PIB mondial est passée sous la barre des 50%. La Chine, ça a été évoqué tout à l'heure, est aujourd'hui le premier producteur de brevets de la planète. C'est le pays qui est, dans les chiffres, le plus innovant de la planète, avec 1,1 million de brevets qui ont été produits en 2015. C'est aussi d'ailleurs le pays qui produit le plus d'articles scientifiques, record battu sur les Américains en 2016. La plus grande église du monde, la plus grande église chrétienne du monde, se trouverait, selon moi, selon vous peut-être, en Italie ou en Europe. Non, elle se trouve en Corée du Sud. C'est l'église du plein évangile de Yodo à Séoul. La plus grande industrie cinématographique du monde se trouve non pas à Hollywood, elle se trouve en Inde, c'est Bollywood. Le plus grand mall, le plus grand centre commercial du monde se trouve peut-être aux États-Unis? Pas du tout. C'est le Dubai Mall dans les Émirats Arabes Unis. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chiffre le plus frappant pour moi, en 2019, l'année prochaine, la France sort du G7. Elle ne fait plus partie des 7 économies les plus grandes de la planète. Heureusement, le G20 existe encore, donc on pourra encore se retrouver avec d'autres pays, se consoler en se disant qu'on a encore quelque chose à faire dans les affaires du monde, mais nous ne serons plus dans le G7, et il faudra peut-être demander aux Chinois et aux Indiens l'autorisation d'être invités à avoir un strapontin. J'aime bien cette anecdote qui m'est rapportée lors d'un récent voyage en Chine par un Chinois qui dit « Mais Guillaume, n'oubliez pas quand même qu'entre l'an 960 et aujourd'hui, la Chine a été la première puissance de la planète pendant presque 900 ans. » Et donc finalement, pour un Chinois, l'Occident, la domination occidentale, telle que je me la représente, en réalité est une parenthèse dans l'histoire. Et cette parenthèse est sur le point de se refermer. Le monde aujourd'hui, selon moi, après avoir constaté cela, c'est qu'en fait, le monde qui est déoccidentalisé, sans nord ni sud, ou quand le nord et le sud existent, agissent à fond renversé, ce monde-là est incroyablement violent. Le monde qui arrive, qui va être emmené par la Chine, va être selon moi extrêmement violent. Il va être violent pas au sens militaire du terme, mais au sens économique du terme. C'est-à-dire que les petits soubresauts de l'économie mondiale que nous connaissons avec la montée en puissance de la Chine ne sont rien par rapport à ce qui va arriver. Ce sont des petites vagues par rapport au tsunami. Mais ce monde-là, c'est aussi un monde extrêmement ouvert. C'est un monde porteur de fabuleuses opportunités pour qui sait justement prendre toutes ces perceptions à rebours et faire le chemin à l'envers du cheminement intellectuel classique. Faire ce chemin-là, ça permet précisément d'éviter de mauvaises décisions, de faire des mauvais choix stratégiques dans ce monde de disruption. Ça permet d'éviter des désillusions, ça permet d'éviter de prendre tout un tas de mauvaises décisions. Faire ce choix, ça permet de s'éviter en fait le risque de ne pas avoir vu précisément ces hommes, ces femmes, ces États, ces multinationales qui font leur chemin à l'envers, qui tracent un sillon à rebours et qui font une révolution au sens le plus littéral du terme, tel que ce mot a été expliqué tout à l'heure, au sens d'un cheminement à l'envers. Alors moi, personnellement, ces prochaines années, j'espère continuer à voyager, j'espère continuer à déplacer nos focales, à regarder le centre de façon différente, zoomer, dézoomer, débusquer peut-être ces révolutions, aller continuellement à la rencontre de ces aventuriers qui, eux aussi, tracent leur route à rebours. Et sur cette route, qui de vous croiserai-je? Je vous remercie.